Bonsoir à tous, j'espère que vous pouvez m'entendre. Je suis très heureuse de vous accueillir cette fois-ci chez moi pour partager ce sujet sur le lâcher-prise. Alors, c'est une première pour moi. Euh, c'est un petit peu bizarre, mais j'espère que je vais vite m'y habituer. Donc, la plupart d'entre vous me connaissent, je pense, mais je vais quand même me présenter très rapidement. Donc, je m'appelle Nathalie, je suis thérapeute et ma pratique appartient au champ des thérapies psychocorporelles. J'ai constaté que chaque problématique, chaque problème physique va avoir une cause émotionnelle. La thérapie que je propose se base en fait sur cette synergie existante entre le corps et le psychisme. Le corps enregistre notre vécu personnel, même notre héritage familial. Il va garder les traces de toutes nos blessures émotionnelles et souvenirs douloureux. Ainsi, la thérapie psychocorporelle propose de travailler sur le corps afin d'apaiser et de libérer les maux de l'esprit ou les émotions les plus enfouies. C'est-à-dire que dans mes thérapies, il va toujours y avoir lors des séances une partie où on va discuter, où on va échanger. Et puis, il y aura une partie en fin de séance où je vais intervenir sur le corps directement à l'aide des soins énergétiques. Et lors de ces séances, immanquablement, à un moment ou un autre de la thérapie, le problème du lâcher-prise va finir par se poser. Parce qu'à un moment, forcément, dans la thérapie, on va s'apercevoir qu'il va falloir lâcher des choses pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Donc le lâcher-prise est quelque chose qui arrive, j'ai envie de dire, un peu fatalement sur notre chemin. Et comme vous allez le voir, il est une étape essentielle sur le chemin du mieux-être. Alors voilà comment j'ai articulé notre rencontre. C'est articulé en 4 parties. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que le lâcher-prise. Et ensuite, on va aller explorer qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise et comment on peut y remédier. Et l'avant-dernière partie sera sur comment provoquer ce déclic en soi pour oser se lancer. Et puis, comme à mon habitude, qu'on soit ici ou ailleurs, que nous soyons chez nous ou à l'hôtel, dans la salle de conférence, j'ai bien envie quand même de vous proposer, à ceux qui le désirent, bien sûr, une méditation en lien avec le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, c'est un terme qui est souvent employé, mais il se trouve très mal défini, en fait. Le Larousse, par exemple, nous dit: lâcher-prise, c'est tout d'abord lâcher, rendre quelque chose moins tendu, c'est cesser de retenir, c'est abandonner une position. En fait, lâcher prise, il n'y a qu'une partie de la réponse ou une partie de la définition qui est donnée. Et pour aller plus loin, j'aimerais que vous regardiez le dessin de l'affiche de la conférence qui doit normalement se trouver devant vous. C'est un dessin qui a été réalisé par mon compagnon Christophe Solière, qui est artiste, et je trouve que ce dessin résume parfaitement ce qu'est le lâcher-prise. Alors, on voit un homme qui est en train de se jeter un peu dans le vide entre deux trapèzes. On comprend qu'il en a lâché un pour essayer d'aller attraper l'autre. Et lorsqu'il y a 2 ans, j'ai sorti cette affiche pour la première fois pour cette conférence, j'ai eu sur Facebook des remarques très intéressantes. Par exemple, on m'a dit: sauter sans filet et tout nu, ça fait 2 défis à la fois. Ou on m'a dit: moi, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que je vais tomber entre les deux. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit: ça me fait penser qu'après le dernier trapèze, il va y en avoir un autre et que ça va être sans fin. Et en fait, lâcher prise, c'est tout à fait ce que ce dessin nous montre. C'est-à-dire que lâcher prise, c'est d'abord lâcher pour prendre. Vous voyez, normalement, vous avez un petit point rouge que je fais circuler. J'espère que vous pouvez le voir.
Et c'est ça. Et pour pouvoir lâcher, en fait, il faut en quelque sorte se dépouiller de quelque chose, s'alléger. Et c'est pour ça que le petit bonhomme est tout nu. Parce que lâcher prise, c'est s'ouvrir à ce qui vient, c'est changer son regard, c'est modifier son interprétation. C'est aussi parfois faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un à qui on tenait. Et c'est encore parfois pardonner et mettre son intention sur ce qui se passe maintenant. Donc vous voyez, c'est se dépouiller pour arriver à lâcher le premier trapèze et attraper le second. Lâcher prise, c'est un processus. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas n'importe quand, n'importe comment. Il arrive souvent en bout d'un certain chemin qui a été euh, suivi par la personne. Ça fait partie d'une démarche qui entre dans une espèce de prise de décision qui nous fait nous décider à abandonner ce qui nous a fait souffrir. Tant qu'on va résister, on ne réussira pas à lâcher prise. Tant qu'on n'aura pas suffisamment fait le tour de notre expérience, nous n'arriverons pas à abandonner cela. Moins nous allons avoir de freins, plus il va être facile de le mettre en œuvre. Lâcher prise, c'est cesser de donner raison à ce qui nous tourmente. Si on réalise que nous donnons beaucoup trop d'importance aux choses qui ne le méritent pas, eh bien nous avons déjà fait un grand pas dans le processus du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, vous allez voir, c'est un acte de la conscience. Parce que c'est en réalisant que la situation que nous vivons est indésirable que nous pouvons entreprendre de l'abandonner. Ça fait partie d'une véritable prise de conscience qui va fatalement amener une prise de décision par rapport au soi, par rapport à soi, une décision que nous allons prendre. Et puis, le lâcher-prise vient de l'intérieur. Même si un événement qui nous trouble vient de l'extérieur, en fait, c'est notre façon de le considérer qui entre en jeu. Il nous faut alors modifier notre perception. Lâcher prise, ça ne veut pas dire se résigner ou se soumettre. J'ai eu un message dans mes commentaires sur Facebook qui disait « Oh, ben moi, j'ai pas besoin parce que maintenant, je m'en fiche de tout. » C'est pas ça qui va nous libérer. C'est pas ça qui va nous donner cette sensation de joie. Là, c'est une fuite. Le lâcher prise, c'est un acte qui va apporter de la joie et du bien-être. On va se défaire des liens qui nous emprisonnaient et ça ne peut être que libérateur et bienfaisant. Lâcher prise, c'est vraiment un acte de courage. Ça nous amène à nous remettre en cause pour pouvoir lâcher et ensuite se décider à agir pour aller attraper le deuxième trapèze. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un rapport de fond très intéressant entre la capacité à lâcher prise et la spiritualité. Le lâcher prise, en fait, c'est la porte, je crois, la plus fabuleuse vers la spiritualité. J'ai trouvé sur Internet une source inconnue qui nous parle du lâcher prise en ces termes. Lâcher prise, ce n'est pas se montrer indifférent, mais simplement admettre que l'on ne peut agir à la place de quelqu'un d'autre. Lâcher prise, ce n'est pas couper les liens, mais prendre conscience que l'on ne peut contrôler autrui. Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des autres, mais se sentir concerné par eux. Ce n'est pas juger, mais accorder à autrui le droit d'être humain. Ce n'est pas critiquer ou corriger autrui, mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve de devenir. Et enfin, lâcher prise, c'est craindre moins et aimer davantage. Donc c'est une véritable porte vers la spiritualité, parce que c'est la porte vers la liberté intérieure et la paix de l'esprit. Mais pour y parvenir, il y a un gros problème, je dirais même un très très gros problème, un énorme problème chez nous autres les humains,
c'est qu'il existe une loi dans l'univers qui vient compliquer un petit peu tout ça. Et cette loi, on l'appelle l'impermanence de la vie. Qu'est-ce que l'impermanence de la vie? Eh bien, c'est que ce qui était n'est plus. Tout change, tout se modifie. Des fois, sans aucune secousse préalable, notre vie est en perpétuelle modification. Et ce sont des événements extérieurs qui viennent, que nous rencontrons, qui font que ce que nous avons prévu ou ce que nous avons créé pour nous sentir bien peut s'écrouler ou se modifier du jour au lendemain. Rien n'est permanent hormis le changement, nous dit la Kabbale. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'accrocher à nos croyances, aux façons de les voir, à nos principes, à ce qu'on aime. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a peur de ce qui est nouveau et on a peur de ce qu'on ne peut pas contrôler. Alors, d'où est-ce que ça vient, cela? Mais à mon sens, c'est quelque chose qui s'est amplifié ces derniers temps. Et quand je dis ces derniers temps, je peux dire ce dernier siècle, voire un peu plus, puisque depuis le siècle des Lumières, nous avons perdu progressivement quelque chose de très important. Ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle la foi. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de religion, ça n'a rien à voir. Mais il y a quelque temps, nous avions une espèce de foi qui nous rassurait puisque nous disions qu'il y avait certainement un Dieu, en tout cas une intelligence suprême qui organisait tout et qui prévoyait tout. Et donc, que si on avait confiance en ce supra-être, ce Dieu, eh bien, il savait où il voulait nous emmener. Aujourd'hui, avec grâce aussi, de toute façon, au fait que nous avons expérimenté tout ce qui est matière, réflexion, science et qu'on a réussi à prouver plein de choses et qu'on a fait des belles avancées. À mon sens, c'était nécessaire, ne me méprenez pas. Mais on a un petit peu délaissé cet aspect-là. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une autre loi qui s'est oubliée et on l'appelait foi avant, mais aujourd'hui, on pourrait l'appeler la confiance dans la vie. C'est quelque chose que nous avons perdu en ce moment. En fait, la vie, elle conspire pour notre bien-être. Et lorsque nous émettons des vœux, des souhaits, des envies, des buts, en fait, l'univers va tout faire pour essayer de nous amener à ce but. Mais ce dont nous n'avons pas conscience, c'est que parfois, nous devons passer par des chemins qui ne nous plaisent pas ou qui nous plaisent moins, qui vont rendre les choses difficiles ou qui vont nous faire mal parfois. Mais c'est un mal qui est toujours fait pour nous amener vers ce bien. Et ça, j'ai envie d'appeler ça la confiance dans la vie. Et du coup, dès qu'il se passe quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore plus s'éloigner de cette loi, on va rejeter la loi de l'impermanence de la vie et on va chercher à contrôler ce qui nous entoure, à essayer de dominer les événements et essayer d'influencer le cours de son destin. Ça va avoir pour conséquence de nous faire perdre notre calme intérieur, notre sérénité. Et on va mettre toute notre énergie à nourrir l'illusion qu'un jour, on parviendra à contrôler pleinement notre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous connaissons l'angoisse, la tension, la frustration. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise au final? Eh bien, je vais vous le montrer. Regardez. Voilà. Ce qui nous empêche de lâcher prise ressemble à cette chaise en plastique et à ce cheval qui est accroché avec une longe. Nous allons faire exactement comme ce cheval. Il va y avoir des obstacles qui vont nous paraître insurmontables
voire impossibles à franchir et qui vont nous empêcher de nous lancer. Ces obstacles, les voici. Le premier, c'est faire dépendre son bonheur de circonstances extérieures. Je le développerai tout à l'heure. Les buts que nous nous fixons, qui peuvent parfois prendre plus de place que nous aurions aimé, et on va cependant continuer à s'accrocher à eux. Nos émotions négatives aussi. Et puis enfin, l'impossibilité de terminer des situations. Terminer des situations comme par exemple se séparer quand c'est nécessaire, quand c'est plus possible, quitter un travail aussi par exemple. Voilà, on va avoir du mal à lâcher tout ça pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, parce qu'on a peur de ce qui peut venir. Et puis, il y a l'obstacle le plus important, le plus ténu et celui qui est peut-être le plus difficile à démasquer et puis ensuite à lâcher, ce sont nos croyances. Alors là, on va y passer un petit peu de temps, puisque c'est vraiment l'obstacle principal, le plus fréquent au lâcher-prise. Donc, ces croyances, elles se créent principalement de l'âge de 0 à 7 ans. Quand je dis 0, j'entends par là à partir du moment où nous sommes conçus, pas à partir du moment de notre naissance. En fait, le chemin a déjà d'une certaine façon commencé et nous pouvons recevoir des impressions, des émotions et même des événements qui arrivent à notre mère, à nos parents, qui vont nous affecter avant même que nous venions au monde. Et puis ça va aller jusqu'à 7 ans. À mon sens, à 7 ans, nous allons avoir toutes les cartes avec lesquelles nous allons jouer notre vie. Passé cet âge, ce va juste être une histoire de répétition et de choses qui reviennent et les croyances vont être pleinement en place dans nos vies à cet âge-là. Et c'est pour ça que nous avons souvent l'impression que les choses se répètent inlassablement et qu'il nous arrive toujours la même chose, que je vais toujours tomber sur un tocard quand je tombe amoureuse, que je vais toujours tomber sur ce patron qui me voit jamais et qui ne fait que des reproches, qui ne me dit jamais quand je fais quelque chose de bien, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces croyances, elles sont l'aboutissement d'un phénomène énergétique qu'on appelle les formes pensées, qui se mettent en place à cette même période et c'est elles qui vont nous amener petit à petit cette croyance dans notre tête et ces croyances-là, à partir d'un moment, elles ne vont plus nous quitter. Elles vont nous donner en quelque sorte un espèce de programme que l'on va répéter toute sa vie. Alors, si le phénomène énergétique des formes pensées vous intéresse, et si vous désirez que j'en dise un petit peu plus par rapport au lâcher-prise, et puis par rapport surtout à la formation des croyances, ben mettez-le dans le petit truc QR, et puis j'y répondrai volontiers euh, tout à l'heure. Donc, on va les passer un petit peu rapidement quand même, mais c'est important, je pense, que nous allions voir le gros de ces croyances, puisque souvent, c'est vraiment ce qui va nous empêcher. Et puis, je pense que vous allez tous vous retrouver au moins dans trois, voire cinq de ces croyances-là. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, on va vivre notre vie et notre chemin de vie avec environ entre 3 et 5 croyances et formes pensées différentes. Et ça va être toujours les mêmes et c'est celles que nous allons rencontrer constamment dans notre vie. Donc, pour vous aider à expliquer tout ça de la façon la plus simple qui soit, j'ai choisi d'utiliser le paradigme c'est-à-dire le schéma au niveau des croyances de l'analyse transactionnelle, parce que je le trouve simple, concis et très facile à comprendre. Donc, chez eux, nous avons en fait ce qu'ils appellent 3 groupes d'interdictions qui vont générer des croyances et 5 messages contraignants.
Le premier groupe concerne, on va dire, la dimension de l'être, ce que nous sommes en quelque sorte. La première croyance va être celle de ne pas exister. Je n'existe pas. Donc vous savez, ces croyances, ce sont ces petites phrases qui viennent à votre esprit à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose ou d'avancer ou d'essayer quelque chose de nouveau. Ben, tranquillement, ça va remonter. Ah ben non, mais je suis pas assez bien pour ça, ou je le mérite pas, ou je peux pas faire ci ou ça. Vous voyez, c'est toujours je et quelque chose et c'est très court. Et ça revient naturellement, ça remonte à la surface. Eh ben, la croyance n'existe pas peut venir, par exemple, si on a entendu quand on était enfant, tu es un accident. Alors attention, quand je dis qu'on a entendu, ça peut être que nos parents nous l'ont dit très clairement, avec des mots très clairs, mais ça peut être aussi beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que nos parents ne nous ont pas forcément dit ça comme ça, mais nous, enfants, nous l'avons interprété comme tel. Et dans ce sens-là, il n'y a aucune différence. Que nous l'ayons entendu ou pas, si nous l'avons interprété comme ça tout petit, eh bien, cette croyance va faire son programme de la même façon et sera active de la même façon. Donc il y a n'existe pas. On a pu entendre, comme je vous l'ai dit, tu es un accident, c'est-à-dire que l'enfant apprend qu'il est né, qu'il n'a pas été franchement désiré, qu'on ne l'attendait pas en tout cas, et que s'il n'était pas né, ben, ça aurait été mieux dans sa famille, grosso modo. Je vous le fais vraiment, on va dire, très très large. Et ben, en grandissant, la personne va développer cette croyance qu'il n'existe pas et il va avoir du mal, du coup, à exister dans sa vie, prendre sa place, etc. La deuxième, c'est ne sois pas un enfant. Et ça, c'est quand on entend, t'es grand maintenant, tu peux te débrouiller tout seul, tu peux le faire, ça, t'as plus besoin de moi. Par exemple, c'est ce qu'on peut entendre quand on est enfant, qu'on est l'aîné et qu'on a plusieurs frères et sœurs et que les parents n'ont pas le temps forcément de s'occuper de chacun comme ils le pourraient. Et du coup, ben, on va s'autonomiser trop tôt. Et du coup, quand on va grandir, ben, on va chercher à se débrouiller tout seul. Et on va passer à côté des fois des choses plus simples de la vie. Il y a l'inverse aussi, ne grandis pas. Ça arrive souvent aux petits derniers. C'est quand on leur dit, mais tu es trop petit pour faire ça. Il faut attendre que tu sois plus grand. Et l'enfant, du coup, va avoir du mal en grandissant à faire ses choix, à prendre des décisions, à tenter de nouvelles choses. Ça va complètement l'emprisonner. Alors, je ne vous raconte même pas lâcher prise, ça va être un vrai problème. Et puis, le dernier groupe, c'est ne sois pas toi-même. Donc là, c'est quand les parents, par exemple, ne reconnaissent pas une des qualités de l'enfant. Par exemple, parce qu'il va avoir ou une personnalité différente du reste du groupe familial qu'il va développer, ou alors il va avoir une qualité autre, comme par exemple être capable de bien parler ou être capable d'avoir un talent artistique que les autres n'ont pas et qu'on va minimiser dans l'enfance. Du coup, on va lui faire comprendre que cette chose n'est pas à développer. Et du coup, l'enfant va grandir avec un grand manque autour de lui. Ça peut être aussi le cas, par exemple, lorsque on est né fille et qu'on était attendu en garçon. Ben, du coup, en grandissant, la femme, par exemple, peut avoir de gros problèmes d'irrégularité menstruelle ou des règles très douloureuses. Pourquoi? Parce que chaque mois, son cycle naturel lui rappelle qu'elle est une femme et il y a quelque chose en elle qui va le rejeter parce que papa ou maman aurait préféré un garçon. Et oui, ça peut démarrer comme ça et je l'observe souvent pour ce cas particulier en tout cas, des règles douloureuses. Et c'est souvent en lien avec ça d'ailleurs. Le deuxième groupe,
va concerner les sentiments, les émotions. Par exemple, il y a la croyance: «N'exprime pas ce que tu ressens». Ça, c'est quand on ne va pas valider, on ne vous a pas validé dans l'enfance, vos émotions. «Oh mais il faut pas avoir peur, mais c'est rien ça, pourquoi tu as peur? Mais il faut pas pleurer pour ça, c'est pas grave ce qui t'arrive», et cetera, et cetera. Beh, l'enfant va se sentir à un moment un petit peu méprisé et puis il va découvrir surtout qu'il ne peut pas faire confiance et qu'il vaut mieux qu'il garde son ressenti, pour lui et de ne pas risquer à ouvrir son cœur et du coup, en grandissant, bah, ça va faire quelqu'un qui va avoir du mal à exprimer ce qu'il ressent. Pas parce qu'il ne le ressent pas, mais parce que, il n'a pas appris et puis parce on ne l'a pas validé. Puis après, il y a la variante où on va croire qu'on n'a pas le droit d'exprimer une émotion seulement. Arrête de pleurer, les garçons, ça pleure pas. Ou on n'a pas le droit d'être triste. Et ben, du coup, les enfants, en grandissant, vont s'invalider cette émotion lorsqu'ils la vivent et ils peuvent aller parfois jusque ne plus la ressentir. Par exemple, quelqu'un, à qui on a dit que c'était pas bien de se mettre en colère comme si c'était, un défaut ou quelque chose qui faisait qu'on était méchant, parce que ça marche beaucoup comme ça dans l'enfance. Et beh, l'enfant, il va réprimer sa colère et des fois, il va se la cacher à lui-même. Mais c'est vraiment caché à lui-même parce que quand on rencontre ces personnes quand elles sont adultes, moi ça m'arrive régulièrement, dans mon cabinet. En fait, la personne va parler agressivement. On va avoir l'impression qu'elle est toujours en colère, mais pourtant si on pose la question, la personne va dire: «Non, non, je suis pas du tout en colère». Bah, c'est parce que on a cherché peut-être dans l'enfance à cacher ça. Et du coup, la personne, par rapport à la colère, va avoir du mal aussi à se faire respecter, en grandissant. Une autre des croyances de ce groupe-là, c'est: «Ne sois pas proche». C'est quand, par exemple, quand vous étiez enfant, on vous a repoussé, genre, «Laisse-moi et va jouer». Et ben, l'enfant, quand, il va prendre l'habitude qu'on repousse ses marques d'affection, ne va plus jamais oser montrer son affection et risque d'avoir des problèmes relationnels plus tard. Peut-être c'est votre cas et du coup, bah, peut-être vous pouvez comprendre pourquoi et ça va être difficile aussi de vous aider à lâcher prise avec ça, puisqu'on a besoin de tout ça, bien sûr. Et la dernière, une des plus importantes parce qu'elle est très courante, c'est de ne pas se donner le droit d'avoir du plaisir. La croyance, c'est: «N'aie pas de plaisir». Ça, c'est quand on a entendu: «Tu ferais mieux d'aller ranger ta chambre», au lieu de jouer, sous-entendu. «Tu ferais mieux de faire tes devoirs», et cetera. Et beh, en grandissant, là pareil, qu'est-ce qui va se passer? Eh beh, on va oublier un petit peu cette notion de plaisir que l'on peut s'en donner, ce bien-être, d'être bien. Et imaginez que vous êtes avec un autre couple d'amis et que vous avez prévu d'aller au cinéma, ce soir et que enfin ce soir non, parce que en ce moment on ne peut pas, mais un soir de l'année dernière par exemple, et que vous aviez prévu une baby-sitter pour vous occuper de tous vos enfants et aux dernières minutes, la baby-sitter vous plante. Eh ben, vous allez être la première personne à dire: «Allez-y, allez au cinéma, moi je vais rester garder les enfants». C'est-à-dire qu'il ne va même pas y avoir la possibilité de voir si on peut trouver une autre solution. Vous allez, heu, vous dévouer parce que pour vous, ne pas avoir de plaisir, bah, ça fait partie des choses qui vont vous rendre, vivants. Et les 4 dernières interdictions concernent l'action. La première, c'est: tu ne dois pas agir. Je ne dois pas agir. C'est ma croyance. Peut-être qu'on a entendu beaucoup: touche pas à ça, tu vas le casser. Attention, tu vas tomber, monte pas sur ce tabouret. Ne descends pas l'escalier tout seul. Eh bien,
En grandissant, là encore, la personne, elle va avoir du mal à mettre en œuvre ses actions. Ça va devenir très compliqué. Une autre, c'est ne réussit pas. Et là, c'est quand on entend, mais tu vas jamais y arriver, c'est pas possible. Et bah, du coup, cette petite phrase, peut-être qu'elle remonte chez certains d'entre vous très vite: «Non, mais tu vas pas y arriver, tu n'es pas capable», et cetera. Et beh, c'est peut-être qu'on ne vous a pas montré, comment chercher à réussir. Il arrive parfois, et c'est tout à fait inconscient de leur part, hein, que l'un des parents, craigne que l'enfant le dépasse en grandissant, par ses capacités, par ce qu'il pourrait faire. Ça peut paraître paradoxal, mais ce message peut être aussi transmis de cette façon-là. Pareil avec une autre des croyances qui est: «On ne doit pas savoir». Il arrive parfois, qu'on craigne, qu'on nous confronte avec certains secrets de famille, et du coup, on va dire à l'enfant: «Ne cherche pas à savoir, tu peux pas, arrête de poser tes questions idiotes», et cetera. Bah, du coup, en grandissant, on va pas développer, heu, cette idée, de recherche, de se renseigner, et cetera. Et là aussi, pour, avancer, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir tout un pan des capacités, des possibilités de réussite qui va s'effondrer, et pour lâcher prise, là encore, ça va être pareil, hein. Et puis le dernier, c'est: «Ne pense pas». Ça, c'est quand on a beaucoup entendu: «Mais tu peux pas comprendre. Quoi qu'il arrive, tu comprendras plus tard». Ou alors, sous-entendu, c'est: «Moi qui commande, personne ne t'a demandé de penser». Tout ça, heu, ça va ensemble. Alors, bien entendu, peu de gens vont recevoir ces interdictions avec une même intensité. C'est-à-dire qu'il va y avoir certaines croyances qui vont fonctionner en nous seulement dans certains domaines très précis, puis d'autres qui vont être beaucoup plus présentes. Ça va dépendre de l'intensité avec laquelle on a vécu ces choses-là, et puis après le déroulé de notre expérience aussi. En tout cas, toutes ces croyances, donc à mon sens, on en a 3 ou 5 principales. Elles vont en quelque sorte former un espèce de cadre au travers duquel nous allons lire la vie. On va lire les gens, les événements, et en fait, à partir desquels nous allons interpréter chaque instant de notre journée. Et quand on veut s'en sortir, quand on veut lâcher prise, on va se sentir en quelque sorte lié, attaché, et on va arriver à avancer lorsque l'on va prendre conscience que notre longe, en fait, n'est attachée qu'à une chaise en plastique. Parce que tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est que ça, en fait. C'est une chaise en plastique. On peut le modifier, on peut modifier ce programme. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment on peut faire. Et puis nous avons ces 5 messages contraignants. Alors là, ce sont plutôt, on va dire, la transmission des valeurs morales ou sociales. Ça peut aussi faire partie, de ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire des particularités liées aux certaines familles. Ça peut être en quelque sorte aussi des croyances familiales que l'on se transmet comme ça, et qui vont elles aussi, heu, nous impacter. Par exemple, dans notre famille, on est fort, on se débrouille tout seul, on y arrive tout seul et on fait tout, tout seul. C'est très bien, mais lorsqu'on va avoir des problèmes, il ne nous viendra même pas à l'idée, en fait, de demander de l'aide autour de nous, et du coup, on va des fois se compliquer la tâche alors qu'il y a plein de gens qui seraient peut-être ravis de nous aider. Le deuxième, c'est: «Sois parfait», ou tout ce qu'on fait, il faut que ce soit fait à la perfection. Et celui qui va recevoir ce message, bah, va tendre effectivement au perfectionnisme. Il va avoir un souci exagéré du détail. Il va chercher à contrôler tout ce qui peut l'être. Et puis ensuite, on a acharne-toi. Dans la vie,
il faut faire des efforts pour y arriver. C'est-à-dire que là, ce qu'on va comprendre, c'est que tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit vivre, en fait, doit être compliqué et que tout va nous coûter un effort surhumain. Donc, quand on est grand, quand on est adulte et qu'on traverse certaines épreuves de la vie ou qu'on a des choses à réaliser, ben, je peux vous garantir que si elles ne sont pas compliquées au premier abord, ben, vous allez les compliquer, les rendre compliquées parce que c'est ce qui va vous montrer que vous existez et qui vous fait tourner votre programme. Ça arrive aussi euh, qu'on reçoive ce message de se dépêcher tout le temps. Si on, quand on était enfant, on avait des parents qui avaient des emplois du temps tonitruants et que ça courait dans tous les sens et qu'il fallait faire ci et ça et ça et ça, ben, nous-mêmes, en grandissant, on va reproduire la chose et on va se créer un emploi du temps avec plein de choses dedans, plein de trucs à faire, parce que c'est ce qui va nous montrer qu'on est vivant, en fait. Et puis le dernier, et qui est aussi très important, c'est fais plaisir. Oh, tu pourrais être gentil avec ta petite sœur quand même. Va voir mamie, regarde, elle est triste, va t'occuper d'elle, etc. Et l'enfant qui reçoit ce message, ben, en fait, va se mettre constamment en suradaptation. C'est-à-dire que progressivement, il va oublier ses désirs, ses besoins, ses envies. Et il ne va s'identifier, il ne va reconnaître que celui des autres et il va chercher à faire plaisir et à aider les autres à obtenir ce qu'ils désirent. Et en chemin, ben, ils vont oublier quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs. Ils vont faire un petit peu le caméléon. Si Jacques aime du vert, eh ben, je vais être vert. Si Paul aime du rouge, ben, je vais être rouge. Le problème va venir quand il va y avoir Jacques et Paul en même temps, dans la même pièce. Et là, on ne va pas pouvoir faire les deux couleurs en même temps. Et on va perdre son chemin parce que nous, on ne sait même pas en fait de quelle couleur on est. Alors peut-être qu'il y a des parents ce soir qui se stressent un petit peu après avoir entendu tout ça parce qu'ils s'aperçoivent que finalement, il y a certains messages qu'ils ont peut-être transmis à leurs enfants. Bon, c'est pas grave, hein, rappelez-vous, euh, on a confiance dans la vie. Moi, je suis convaincu que on a choisi nos parents, que tout est très bien dans le meilleur des mondes et que ce que vous avez fait à partir du moment où vous avez fait du mieux que vous avez pu avec votre cœur, ben, c'est ce qui doit être. Vous pouvez néanmoins modifier vos messages. J'ai une amie, par exemple, qui a suivi ce chemin et qui était absolument maniaque dans ce que la maniaquerie pouvait être euh, de plus présent. Il ne fallait pas qu'il y ait une poussière, il fallait que chaque chose soit à sa place, il fallait que tout soit propre. Elle me racontait même qu'elle passait sous les chaussettes à l'aspirateur de ses enfants pour pas qu'ils salissent, etc. Et puis, en avançant dans sa vie et tout ça, elle a découvert la spiritualité, elle s'est lancée, et puis tout d'un coup, elle s'est aperçue quand même que cette maniaquerie, c'était quand même un sacré frein pour se sentir bien et puis pour pouvoir se lâcher et se lancer. Donc petit à petit, elle a porté attention et elle a progressivement, elle a réussi à se détacher de tout ça. Elle a été absolument choquée quand elle a vu qu'en fait, ses enfants ben, continuaient à faire comme elle et étaient, eux, très maniaques, étaient en train, à leur tour, de s'emprisonner dans leur vie, à rendre toutes les choses difficiles, etc. Et du coup, ben, elle leur envoie des messages en leur disant, tu sais, c'est pas grave si la maison est pas très bien rangée, il faut peut-être mieux aller faire autre chose qui te plaît et tu te sentiras mieux. Et ben, c'est ça. Vous pouvez autoriser vos enfants, comme vous pouvez le faire à vous-même, on verra tout à l'heure. Tu as le droit de te faire plaisir. Tu as le droit de prendre ton temps et tu peux réussir sans t'acharner. Donc tous ces messages, toutes ces croyances, à mon sens, ce sont le problème premier qui vont nous empêcher de lâcher prise. Elles vont contribuer à nous ligoter dans nos croyances à propos de nous-mêmes, de la vie, et nous empêcher de lâcher prise.
Donc si vous avez des questions pour cette première partie, bah, je serai ravi, d'y répondre. Donc je vais voir les questions. D'accord. Alors, en fait, ça revient beaucoup, sur l'histoire des formes pensées. J'ai pas mal de questions, hem, qui sont en lien avec ça. Au niveau énergétique, comme je vous disais tout à l'heure, en amont de nos croyances, il se passe quelque chose en nous et autour de nous que l'on appelle, les formes pensées. En fait, pour qu'il y ait une forme pensée qui se crée, il faut qu'il y ait un événement et une émotion forte. Et ces événements, il faut qu'ils soient vécus avant l'âge de 7 ans, parce que ces formes pensées se créent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'âge de 0 à 7 ans. Donc imaginons que vous viviez, par exemple, vous venez au monde, et pour une raison ou pour une autre, vous arrivez un petit peu en avance, où votre corps est un peu froid et on va vous mettre très rapidement, en couveuse. Vous allez ressentir une émotion qui peut être la peur, par exemple, ou la tristesse, de façon très forte, parce que vous allez être arraché à votre mère. Et à ce moment-là, il va se passer un mécanisme qui va faire que vous allez créer autour de vous, c'est souvent dans la sphère mentale, c'est-à-dire à peu près 1,50 m au-dessus de soi, un espèce de petit noyau énergétique qui va enregistrer en quelque sorte l'événement et le ressenti que vous avez eu. Et ce noyau, il va s'accrocher d'une certaine façon, en tout cas il va être en lien direct avec un endroit précis de notre corps. Et ce noyau, il va devenir semi-indépendant. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une entité ou quelque chose comme ça, mais il va être semi-indépendant et il va avoir besoin de nous pour se nourrir. Et comment est-ce qu'il va se nourrir? Ben, il va avoir besoin que vous reviviez une situation similaire et surtout reprovoquer la même émotion. Donc, imaginons, vous grandissez, vous allez à l'école, c'est votre premier jour d'école et en fait, votre mère, pour une raison, elle ne le fait pas exprès, la pauvre, mais elle est un petit peu en retard et elle vous laisse un petit peu trop rapidement, dans les bras de la maîtresse. Et là, vous allez encore éprouver, heu, cette tristesse profonde et vous allez avoir un sentiment qui va se développer, qui va tourner autour de l'abandon, par exemple, avec cette sensation de bah, je ne suis pas assez bien pour ma maman, par exemple. Hein. Et du coup, bah, cette émotion va aller nourrir ce noyau qui va devenir plus fort et qui va devenir aussi plus indépendant et qui va vous demander de revivre encore plus ce sentiment. Donc vous grandissez et vous êtes adolescent et vous rencontrez votre premier amour, vous tombez, red dingue amoureux, de la personne et puis la personne, d'une façon un peu rapide, sans trop donner d'explications, elle vous lâche parce qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, comme ça arrive souvent, hein, quand on est adolescent. Et là encore, vous allez ressentir encore une fois cette, tristesse et ce sentiment de pas suffisamment compter pour la personne, qu'on vous abandonne comme ça facilement et que vous vous retrouvez seul. Et bah, cette émotion va aller encore une fois nourrir cette énergie que vous avez créée et en la nourrissant, en fait, elle va prendre de la densité et elle va descendre d'un plan. C'est-à-dire qu'elle va passer du plan mental au plan émotionnel. Et au niveau énergétique, c'est pour ceux qui peuvent voir les auras ou etc., on peut voir cette forme-là se rapproche. Et puis, vous grandissez, vous avez des enfants et vous avez un fils particulièrement avec qui la relation est difficile et à un moment,
il va vous dire, bah, qu'il ne veut plus vous voir parce que c'est trop difficile, il ne peut plus discuter avec vous, et cetera. Et vous allez encore éprouver cette émotion, et etc. Et petit à petit, bah, cette énergie, elle se rapproche. Et puis elle peut finir par toucher le corps physique et dans ce cas-là, provoquer ou une maladie ou physique ou une maladie euh, émotionnelle, psychologique, voire aussi parfois un accident. Donc vous voyez, au niveau énergétique, vous avez toujours euh, une, au niveau des croyances, vous avez toujours une cause émotionnelle. Et en fait, cette croyance, elle va se constituer dans les premières années lorsque c'est encore au niveau mental. C'est-à-dire, la forme pensée va prendre de la force, va prendre de l'amplitude et elle va chercher à vous faire croire que vous avez raison de croire de ce que vous croyez de vous-même, puisque de toute façon, c'est toujours les mêmes événements qui se répètent et qu'au final, bah, dans le cas qui nous préoccupe, vous êtes toujours seul. Vous voyez. Et dans le cas de l'exemple que j'ai donné, bah, la maladie, ça pourrait être par exemple quelque chose, si c'est un homme, à la prostate. Vous voyez. Pas forcément un cancer tout de suite ou quoi, mais des problèmes euh, au niveau de la prostate, par exemple. En tout cas, tourner autour de cette zone. Parce que tout va avoir un lien. Donc j'espère que j'ai un petit peu éclairci. En tout cas, comprenez que cette forme pensée, elle est là. C'est pas une ennemie, c'est pas un ennemi, c'est quelque chose qui est là pour nous montrer ce qui nous manque, c'est-à-dire nous montrer ce que nous désirons euh, obtenir et ce que nous avons besoin, surtout, c'est mieux comme ça, ce que nous avons besoin euh, pour devenir meilleurs. Et ça va mettre en place ensuite un chemin de vie. Les formes pensées sont-elles réelles? Oui, elles sont réelles, bien qu'elles ne soient pas visibles au niveau de la physique, mais elles sont tout à fait réelles. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais j'ai depuis l'enfance cette faculté de voir les auras, c'est-à-dire ces champs énergétiques qui émanent de nous et qui montrent en quelque sorte un petit peu la synthèse à un moment T donné de ce qui se passe au-dedans de nous au niveau énergétique, que ce soit mental, émotionnel, euh, etc. Et pour moi, quand je peux les voir, pas toujours, mais il m'arrive que je peux les voir et elles sont l'air tout à fait réelles dans un monde subtil. Mais en tout cas, ce qui est intéressant par rapport à leur réalité, c'est que en fait, elles sont enveloppées de notre croyance qui, elle, est bien dans le monde physique, c'est dans nos pensées, dans notre conscience elles sont bien là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'aide de l'énergétique, c'est ce que j'ai découvert après, plus tard, en grandissant, une fois que j'avais cette faculté depuis que j'ai 9 ans et je ne savais pas trop à quoi ça allait me servir. Jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, ça m'indiquait une multitude d'informations qui n'ont pas forcément besoin de passer par l'expression, donc, ça peut m'aider des fois à voir un peu clair dans certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ce qui est génial, c'est que pour travailler au niveau des croyances, l'énergétique va nous aider énormément parce qu'on peut aussi travailler au niveau de l'énergétique. Et dans les soins que je pratique, on a des protocoles pour ça, pour les formes pensées, pour aider les gens au niveau déjà de prendre conscience de ces blessures-là, de ces croyances, et après, comment faire pour les dépasser, ce qu'un psy va faire très bien aussi. Mais ça vient compléter et ça vient rajouter en fait un outil supplémentaire. Et il y a Hélène qui nous demande, est-ce que la forme pensée a besoin de s'alimenter obligatoirement? Ben oui, parce qu'elle a besoin de ça pour vivre. Et quand je dis pour vivre, comprenez, pas pour nous embêter, mais pour nous faire comprendre ce qui ne va pas en nous, en fait. C'est pas du tout quelque chose dont il faut avoir peur, c'est quelque chose que nous créons nous-mêmes, en fait,
que nous créons pour nous permettre de voir ce qui ne va pas en nous, ce qui pourrait être amélioré en quelque sorte. Quand il est dit dans les livres sacrés que nous sommes à l'image de Dieu et que nous sommes quelque part des êtres créateurs, bah oui, mais comme on est des êtres un peu tordus, admettons-le, bah, on va créer des trucs un peu tordus dans un certain sens. C'est-à-dire, encore tordu, ce n'est pas vraiment le beau mot, puisqu'on va créer des indicateurs qui vont nous indiquer notre chemin de vie. Ce sont ces formes pensées. Alors, si vous le voulez bien, merci pour toutes ces questions. Je vois que vous suivez, donc ça me rassure parce que je suis toujours toute seule devant mon écran, à voir les noms des gens, mais je ne vous vois pas du tout, donc c'est vraiment bizarre, bizarre. Je vais poursuivre, si vous le voulez bien maintenant, je vais retourner sur ma présentation et je vais poursuivre avec la deuxième partie. Alors, poursuivons. Comment justement sortir de cette prison? Comment lâcher prise de tous ces messages? Eh bien, la première étape, ça va être de sortir, d'identifier les messages reçus. Donc là, vous avez un peu de bol parce que je les ai, bon, très rapidement et très grossièrement, je vous ai dépeint, on va dire, les messages principaux, c'est-à-dire les croyances. Peut-être que certains messages vous ont parlé plus que d'autres. Ben, ça veut dire que si c'est le cas, ça veut dire que vous commencez à identifier certains de ces messages. Et vous pouvez aussi, pour les identifier, vous poser la question, dans quelle mesure je m'autorise, par exemple, le droit d'exister? Je m'autorise le droit d'être moi-même? Dans quelle mesure je m'autorise d'exprimer ce que je ressens? Dans quelle mesure je m'autorise d'être proche des autres physiquement et émotionnellement? Dans quelle mesure je m'autorise à agir, à avoir du plaisir, à réussir, etc., etc. Et ça peut être un moyen qui va vous montrer que justement, dans ce truc bien précis, ben là, il y a quelque chose et vous allez avoir très rapidement trouvé le message. Et une fois que vous avez trouvé, identifié ce message, vous allez pouvoir vous autoriser à autre chose, c'est-à-dire vous donner des nouveaux messages intérieurs. Changer ces messages à l'intérieur de nous, ça ne va pas de soi, je vous le dis tout de suite. Ça ne va pas suffire, surtout. Mais c'est important, dans un premier temps, de se donner des permissions nouvelles. Par exemple, imaginons que j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Donc là, j'ai identifié que je ne dois pas dire ce que je ressens. OK. Maintenant, me donner une nouvelle permission, c'est de me dire, OK, je m'autorise à exprimer ce que je ressens. Ouais, super. Pour l'instant, jusque-là, on est tous d'accord. Tout le monde peut arriver là. Mais après, on fait quoi? C'est bien beau de se le dire. Mais ensuite, ça va être s'autoriser, et c'est ça le plus difficile, du moins au début, à se permettre d'expérimenter, c'est-à-dire d'essayer. Et cette expérimentation, elle ne peut se faire qu'à la première personne du singulier, c'est-à-dire je. C'est moi qui dois le faire dans le quotidien. Et quand je dis je parle aussi de l'expérimentation dans le physique, dans la matière, c'est-à-dire dans le quotidien de nos vies. Parce que c'est dans le corps, dans la matière, que l'on peut vraiment transformer ces messages et vraiment les valider au-dedans de nous. Alors, je reprends mon exemple. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai identifié mon message. Je me donne un nouveau message intérieur qui est je m'autorise à m'exprimer, à exprimer ce que je ressens. OK, maintenant, comment je fais? Ben, je vais décider, par exemple, je me dis qu'est-ce qui serait le plus facile pour moi pour commencer? Ben, le plus facile, ce serait par exemple enfin le moins difficile, parce que c'est plutôt comme ça qu'on le voit,
Le moins difficile serait, par exemple, d'oser m'ouvrir à mon meilleur ami parce qu'avec lui, je me sens en sécurité, je sais qu'il est bienveillant à mon égard, je sais il va faire, il va m'écouter et cetera. OK, banco, j'y vais et dès que j'en ai l'occasion, je m'ouvre à lui et j'ose exprimer ce que je ressens. Et là, au niveau énergétique, j'y reviens encore, excusez-moi, au niveau énergétique, il va se passer quelque chose d'intéressant. Je le fais expérimenter dans mes ateliers, ça. On peut sentir physiquement qu'il se passe quelque chose. Lorsque vous allez commencer à expérimenter la première fois un nouveau message que vous vous donnez et que vous y parvenez, vous allez sentir une petite chaleur au niveau du ventre. Pour ceux qui connaissent, ça va se situer au niveau de la sphère du troisième centre énergétique, du troisième chakra. C'est vraiment euh, euh, au-dessus du nombril un petit peu. Voilà. Vous allez sentir, alors on peut sentir comme des fourmillements, certains vont ressentir plus une espèce de chaleur qui est là. En tout cas, la sensation sera qu'on va ressentir quelque chose d'agréable. Il vient d'où ce ressenti physique? Il vient du fait que vous venez de créer une nouvelle énergie en vous qui va vous aider à mettre en place dans la matière vos nouveaux messages intérieurs. Et là, vous venez de le faire. Et une fois que vous avez fait ça, cette énergie, elle reste. Alors, je ne vous dis pas que ça va chauffer tout le temps, que vous allez le sentir. Non, des fois, on le sent quelques secondes et puis ça s'en va. Mais identifiez cela et dites-vous, ça y est, c'est là, c'est en place. Et du coup, vous pouvez poursuivre l'expérimentation et cette fois-ci, essayer d'oser exprimer ce que vous ressentez à quelqu'un qui est peut-être, qui vous paraît moins aisé de faire que votre meilleur ami. Et puis, vous allez vous lancer et puis vous allez réussir et puis vous allez de nouveau ressentir cette chaleur. Seulement, l'énergie, elle aura au moins doublé. Et cette énergie, sous sa forme doublée, elle va rester, elle va être là. Et vous allez pouvoir faire ainsi de suite, jusqu'à ce que vous parveniez à dire ce que vous ressentez à la personne pour qui ça va être le plus compliqué. Ça peut être votre patron, ça peut être votre père, par exemple, etc. Et la troisième démarche, c'est de ne pas hésiter à chercher une aide extérieure. Ça peut être un thérapeute, par exemple. Un thérapeute va être là pour vous servir en quelque sorte de miroir, c'est-à-dire qu'il va vous aider à voir vos messages et puis vous accompagner sur le chemin euh, pour vous aider, pour que vous puissiez trouver par vous-même, c'est mieux, vos nouveaux messages intérieurs et puis vous aider dans l'expérimentation quotidienne. Il ne faut surtout pas hésiter. Tout à l'heure, je vous ai parlé de faire dépendre mon bonheur des circonstances extérieure. Ça, c'est un deuxième obstacle. On en a parlé au tout début. J'aimerais y revenir un petit peu. Faire dépendre mon bonheur des circonstances extérieures. Ça peut être, par exemple, que je vais me dire, quand mes enfants auront trouvé un bon travail, je serai heureuse. Quand ils seront mariés et auront des enfants, je serai heureuse. Quand mon conjoint me donnera l'attention que je désire, je serai heureuse. Voilà, là, on fait dépendre son bonheur des circonstances extérieures. Donc, d'une part, hop, un petit problème technique, excusez-moi, je pense que c'est revenu. D'une part, quand on fait ça, on oublie direct cette loi de l'impermanence, parce que comme tout change en permanence, que tout se modifie, tout évolue, j'aime autant vous dire que ça va être compliqué d'être heureux un jour, puisqu'on remet toujours ce pouvoir à quelque chose qui est à l'extérieur. Et puis, ça va, parce que puisque mon bonheur dépend de ces choses-là, je vais être tenté quand même
de faire sortir beaucoup de rouge, pas aussi joli que celui que j'ai sur moi, mais un rouge un peu plus foncé, mais faire sortir beaucoup de rouge dans son aura, qui le rouge appelle la colère, c'est-à-dire qui naît de la frustration, de voir que les choses ne se passent pas comme j'aurais espéré, que ce soit avec mon mari ou mes enfants ou etc. Et puis aussi un deuxième rouge beaucoup plus foncé, beaucoup qui vire beaucoup plus sur le bordeaux, et ça, c'est le rouge du contrôle, où on va vouloir chercher à contrôler les situations pour que nous arrive ce que nous avons besoin pour enfin pouvoir être heureux. Et là, bah, c'est le chat qui se mord la queue, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, comment on fait? Ben, quand ça nous arrive, la première démarche, c'est de prendre conscience de ce qui se passe et de se dire, là, on va arrêter de se raconter des histoires. Ces histoires, elles m'empêchent de voir, elles m'empêchent parfois aussi de prendre mes responsabilités, ça me permet de fuir et ça m'empêche de prendre les règles en main. Là, en faisant ça, je donne mon pouvoir à l'autre et aux événements. La première démarche, c'est accepter. Accepter ce qui passe. Ok, la situation, elle est là. Qu'est-ce qui se passe au fond de moi, en fait? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Ben, ce qui me motive, c'est que je désire, en fait, que mes enfants soient heureux, tout simplement. Et ça, je l'accepte. Ok, c'est comme ça. Mais j'essaie de me rappeler dans l'arrière de ma tête qu'un jour, j'ai entendu que, au-delà de cette impermanence de la vie, il y avait un petit peu un contrepoids qui peut-être me fera du bien, c'est cette fameuse confiance dans la vie. Mes enfants, ils ont leur propre vie à vivre, leur propre choix à faire, et peut-être aussi leur propre vision du bonheur qui n'a rien à voir, ma foi, avec la mienne. Et je peux me dire que ce qui compte, c'est ça, en fait. Et je peux lâcher. Lâcher prise, ça commence par accepter les décisions des enfants. Et du coup, prendre conscience que mon bonheur ne dépend pas de cela, du tout. Et on va venir aussi sur les buts que nous nous fixons. Les buts, c'est une très bonne chose à mon sens, c'est important. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous donner une direction dans la vie. Parfois même, ça peut donner aussi un peu du sens, on est souvent en quête de sens. Ça va nous aider aussi à structurer nos vies et puis ça va nous permettre de motiver nos efforts parce qu'on sait pourquoi on y va tous les matins, parce qu'on a ce but-là. Le problème, c'est que parfois ces buts, ils peuvent devenir si importants qu'on va finir par se confondre avec eux et qu'on n'arrivera pas à réaliser qu'en fait, peut-être des fois, il faut renoncer à certains d'entre eux. Heu, je vais donner un exemple. Imaginez, que vous venez de terminer, de longues études, et que vous allez vous lancer dans la vie professionnelle et vous avez trouvé un compagne ou une compagnon dans cette école et du coup, vous avez tous les 2 le même but dans la vie, c'est développer ma carrière, travailler à fond parce que c'est ça qui nous plaît et on va le faire ensemble et on y va. Alors OK, vous y allez, vous trouvez un premier boulot, vous allez à fond, c'est vraiment ce qui vous plaît, à vous, à votre conjoint, tout va très bien, vous avez la pêche, vous travaillez dur, vous avancez. Et puis un jour, vous avez des enfants et puis quelque temps après, vous commencez à vous sentir très fatigué, voire extrêmement irritable. Le soir, vous supportez plus personne, heu, vous avez du mal à garder votre calme et finalement, si vous insistez, vous allez aller jusqu'au burn-out. Et si vous n'allez pas jusqu'au burn-out, vous allez vous dire: «Il y a quelque chose qui tourne pas rond en moi, en nous», si on est en couple. Et du coup, vous vous posez quelques instants et là aussi, vous arrêtez de vous raconter des histoires et vous vous dites: «Mais en fait, notre vie, elle a changé.
elle s'est modifiée et les buts qu'on avait au départ sont peut-être modifiés aussi. Peut-être que nous devons ou changer nos buts ou les adapter parce que ce qu'on veut au fond de nous maintenant, c'est vivre notre vie de parents. Mais il y a plein de gens qui, en fait, vont continuer de façon mécanique à réaliser leur but sans se rendre compte qu'en fait, quelque chose a changé et que notre boussole intérieure, elle nous montre une autre direction et nous empêche d'y aller. Donc, c'est important d'avoir un équilibre au milieu de ces deux pôles-là, dans le lâcher-prise. Pour pouvoir bien lâcher prise, c'est vraiment de se dire: «Je me dirige vers ce but. Bien sûr, je vais mettre tout ce que je peux pour l'atteindre, mais tout en sachant que peut-être un jour, j'aurai ou à le changer ou à le modifier». Je vais voir donc s'il y a des nouvelles questions. Quelqu'un me dit: «Pas très simple d'être dans le juste milieu». Eh oui, eh oui, eh oui. Pouvons-nous faire un reset de nos pensées et de les supprimer pour nous alléger? Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, Xavier. Faire un reset de nos pensées, non, pas vraiment. Comme nous dit quelqu'un que je connais très bien, l'appareil à penser les pensées est là pour précisément faire ça, fabriquer des pensées. Donc ça ne va jamais s'arrêter. Par contre, si on connaît un petit peu le mécanisme de notre pensée, on peut les utiliser pour nous permettre de passer à autre chose et éviter de se faire emberlicoter par elle. Et justement, beh, ça va me faire passer directement au point suivant parce que je pense que je vais en parler dans pas très longtemps en fait de ça. Donc, comment provoquer le déclic et éliminer les obstacles au lâcher prise? Eh bien, ça va être dans un premier temps de s'offrir le luxe d'adopter de nouvelles visions de soi-même et du monde qui nous entoure. Alors aujourd'hui, il y a de grandes découvertes sur l'importance des pensées pardon, sur le comportement humain qui ont été faites. Aujourd'hui, il est complètement crédible et acceptable de poser cette hypothèse-là. Là où vont les pensées, là va l'énergie et l'attention. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut tous être d'accord là-dessus, ça peut être acceptable par nous tous. Là où vont les pensées, là va l'énergie et l'attention. Souvent, on a envie de lâcher prise, mais malheureusement, on va avoir des pensées obsédantes qui vont revenir sans cesse. Donc, vous en avez déjà vu la plus grosse des parties tout à l'heure avec avec les croyances. Elles vont revenir et elles vont nous emprisonner. Pour se lancer, vraiment, c'est la première chose à faire, c'est affirmer clairement son intention. Je décide aujourd'hui de lâcher prise de mes regrets à propos de ma faillite, par exemple. Mais je prends une décision au-dedans de moi, ferme et définitive. Avec cette force-là, je décide aujourd'hui, je ne veux plus ça. Donc, je désire ça et je décide que c'est ce que je veux. Je décide aujourd'hui exprimer mes émotions quand j'en ai envie. Tous ceux qui ont dépassé leurs difficultés et ont changé positivement leur vie ont pris un jour cette décision de laisser derrière eux ce qui leur paraissait négatif, de mettre leur attention sur la création de ce qu'ils ont envie. Il y a un moment où dans le chemin, on arrive à se dire ce truc-là, ça commence à me gonfler sérieux et en fait, j'en veux plus. Et je m'aperçois que plus je m'attarde dessus, plus en fait, je me fais souffrir et moins je m'autorise à aller de l'avant et que cette chose-là, je dois la lâcher. Et c'est là où on affirme son intention
et où on prend ses décisions. Il arrive que nos émotions soient aussi un obstacle à ce lâcher prise. Par exemple, si on veut lâcher prise d'un événement, de quelque chose qui nous est arrivé ou de quelqu'un aussi que l'on veut, qu'on voudrait oublier, par exemple, dans un premier temps, c'est souvent ce qu'on fait, parce que cette personne nous a fait beaucoup de mal, ben, on s'aperçoit qu'il va suffire de se souvenir ou bien de cet événement ou bien de cette personne pour que l'émotion, et pas la joie, hein, toute sauf la joie d'ailleurs, que l'émotion nous submerge. Par exemple, la colère, parce que quelqu'un m'a fait du mal, ben, je vais penser à lui, je vais me mettre en colère. Je vais penser à un événement, je vais me mettre en colère. Ben, rien que ça va nous empêcher de lâcher prise en fait. À chaque fois que jusqu'au jour où je me dis: «J'en ai marre d'être en colère contre lui, m'a fait beaucoup de mal». À chaque fois que je pense à lui, je suis en colère, au final, je fais souffrir que moi. Comment je fais? Pourquoi je suis toujours en colère comme ça? Ben, l'émotion, que ce soit la colère ou une autre, l'émotion en elle-même, elle a toujours un sens et c'est important d'écouter le message de cette émotion. Par exemple, si je suis en colère contre un tel, c'est parce qu'en moi, j'ai eu l'impression d'être envahi, qu'on m'ait manqué de respect ou de ne pas avoir été écouté, etc. Donc, le message de l'émotion, il est là. J'ai besoin de me faire respecter. Donc, avant de passer à autre chose, on peut vérifier qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui par rapport à cet événement ou cette personne. Qu'est-ce que j'ai fait pour me faire respecter? Qu'est-ce que je pourrais faire si je ne l'ai pas fait? Et on essaie de répondre au message. Ça peut être la prise de distance, ça peut être oser exprimer, ça peut être se protéger, ça peut être porter plainte, par exemple, oser porter plainte. Fuir en lui-même ne fera pas répondre au message. On a tendance à vouloir dire, bon, ben maintenant je laisse tout tomber, je ne veux plus y penser. Peine perdue, ça va revenir tout le temps et l'émotion va toujours être là. On ne peut pas passer une étape avant d'avoir répondu au message de nos émotions. Et la prise de décision ferme et définitive commence des fois par là. C'est le début. Et il y a tout un processus qui se met en marche. Mais par rapport aux émotions, pour pouvoir vraiment, le signe que nous avons vraiment lâché prise à un moment, c'est d'être capable de, de donner de l'amour. En fait, ça va vous paraître bizarre, hein, ce que je vous raconte, mais c'est d'être capable de donner de l'amour à cette personne, par exemple. Là, je parle pour les personnes. Même si c'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal. Le meilleur moyen de couper la colère, c'est d'essayer de lui donner dans nos pensées le meilleur de ce qu'on peut lui donner. Il n'y a rien d'autre qui va effacer. Quand on est capable d'aimer même notre pire ennemi, il va se produire progressivement comme une guérison intérieure. Et toute la relation et l'image à cette personne se modifie. Même si nous avons peut-être jamais l'occasion de la revoir, mais quelque chose d'inattendu se sera produit au-dedans de nous. Et ça peut être un indicateur aussi de voir si c'est le moment de lâcher prise. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, le lâcher prise, ça s'inscrit forcément dans une histoire, dans un chemin. Et quand il nous est arrivé quelque chose d'horrible avec quelqu'un, le temps de la colère, le temps de la tristesse, il est essentiel et il doit être vécu presque jusqu'à plus soif. Et on doit essayer à un moment de répondre à ces émotions pour pouvoir le dépasser. Et à ce moment-là, on peut essayer l'amour. J'ai une méditation très simple qui est en fait euh, d'inviter la personne mentalement dans son cœur. Et une fois qu'elle est dans son cœur, on va lui donner le meilleur de ce qu'on peut lui donner, c'est-à-dire comme un cadeau. Et ça, c'est de l'amour. Et quand on fait ça, c'est là où au niveau du chakra du cœur, il va se passer quelque chose
qui va nous permettre de lâcher à ce niveau-là. Et quand on désire lâcher quelque chose, un événement, par rapport aux événements, ben, ce qui est très important, c'est de rester centré sur ce que nous voulons, plutôt que sur ce que nous voulons abandonner, ce dont nous voulons lâcher prise. Si on se dit: «Ce que j'ai envie aujourd'hui, ce que je désire, c'est la paix, la tranquillité», vous allez mettre en vous tout un tas d'énergies positives qui vont vous aider à dépasser ça. Si vous dites: «Je ne veux plus ressentir de la colère contre Édouard», par exemple, beh, ça va vous ramener instantanément dans le passé, dans les émotions. Et c'est ça, se lancer en se dépouillant pour rattraper le deuxième trapèze, hein, c'est ça, c'est de regarder droit devant en se disant: «Ce que je veux aujourd'hui, c'est ça». Donc on met son énergie plus sur ce que l'on désire plutôt que sur ce que l'on désire laisser. Si je vous dis: «Je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose», eh ben, vous l'avez tous vu, l'éléphant rose. Vous voyez comment tout ça, ça nous ramène? Si, ben, ce sera pareil avec les événements ou les personnes. Et si on se dit: «Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de penser à un éléphant bleu», eh ben, vous allez le voir et vous allez laisser l'autre derrière. Vous savez, lorsqu'on remet en cause ce que nous croyons être impossible, nous pouvons changer cette croyance. Ralph Emerson le disait très clairement. Il nous disait: «L'ancêtre de chaque action est une pensée». Ce sont les pensées qui vont créer notre expérience de la réalité. Nous vivons la vie qu'on a imaginée et nous attirons vers nous le fruit de nos pensées. Si on désire vraiment lâcher prise de quelque chose qui nous fait souffrir, on peut commencer à le faire à cet instant, en pensant que nous pouvons le faire et en créant une affirmation dans le sens de ce que nous désirons. Personne ne peut le faire à notre place, mais nous pouvons le faire. Et ces petites affirmations, ce sont des phrases toutes simples qui viennent euh, en quelque sorte remplacer la croyance. Il faut que cette petite phrase, elle soit formulée au présent, qu'elle commence par je, la première personne du singulier. Si possible, il faut qu'elle soit courte, il faut qu'elle ait du sens pour vous. Cette affirmation, elle ne va pas changer en elle-même la croyance de base, on est d'accord, ce n'est pas son but d'ailleurs. Mais elle va changer positivement le ressenti émotionnel lié à cette croyance. Et c'est ça qui va vous sortir, entre guillemets, le cul des ronds, c'est-à-dire de sortir de l'ornière. Le lâcher-prise va devenir alors beaucoup plus réalisable que lorsque l'on est dans un ressenti positif. Une autre chose qui peut vous aider aussi, qui marche très bien pour nous aider à avancer en douceur dans le lâcher-prise et nous permettre de prendre cette énergie, comme je vous disais tout à l'heure, dans le troisième chakra qui va nous permettre d'aller toujours un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle les rites. Ce sont comme des petits rituels en fait que l'on peut mettre en place. Ce sont des actions symboliques. Elles vont nous aider à transformer la perception de la réalité. Elles vont renforcer la continuité et elles vont nous permettre cette transformation. Alors, on en utilise déjà, sans le savoir. Ce sont par exemple les funérailles qui vont nous aider à une certaine forme de lâcher prise qui s'opère à la suite du deuil et qui vont nous aider à passer à autre chose. Lorsque quelqu'un décède, ben, selon sa religion ou ses envies, on va mettre en place un rite funéraire où on va dire au revoir à la personne, où on va lire des poèmes, un recueillement de musique, on va lâcher des ballons blancs, peu importe. Ben, quand on fait ça, on met en place un rite qui nous aide dans la matière à accepter que la personne n'est plus là et comprendre que nous lui disons d'une certaine façon au revoir et que nous allons continuer notre route.
ça met en place le processus du deuil et le processus du coup du lâcher-prise. On pourrait imaginer des rites comme ça que l'on peut faire dans chaque moment difficile de notre vie. Par exemple, un rite au niveau du divorce, parce que des fois, signer le divorce sur un papier, ça ne suffit pas, bien que ça puisse être un petit rituel dans ce sens-là. Mais des fois, ça ne suffit pas pour poser émotionnellement et énergétiquement la décision prise de se dire maintenant, euh, je me démarie et je vais vers autre chose. Et se démarier, ça peut être aussi la conscience que l'on va mettre dans le fait de retirer son alliance et dans la conscience de ce qu'on va faire de cette alliance. Est-ce que je la mets à la poubelle? Est-ce que vraiment tout ce que j'ai vécu n'en valait pas la peine? Ah non, j'ai quand même eu des enfants. Donc peut-être que cette alliance, je peux la transformer et la faire transformer en un autre petit bijou que je peux donner à mes enfants, par exemple. Ça peut être aussi un rite autour de la séparation. Un autre rite, peut-être que certains d'entre vous euh, font déjà pour lâcher prise, mais qui fonctionne très bien, c'est d'écrire sur un papier ce dont on veut se détacher. Par exemple, imaginons, vous pouvez faire la liste de tous vos regrets, tout ce qui vous pèse au niveau de vos regrets, que vous n'avez pas, le fait que vous n'ayez pas réussi ci ou ça, vous pouvez l'écrire sur un papier et puis après, vous l'offrez au feu. On pourrait aussi, dans la vie professionnelle, aussi imaginer des rites que l'on pourrait faire au travail, entre collègues, il y aurait tout un tas de choses à faire. Mais retenez que, voilà, poser dans la matière une action symbolique va nous aider au-dedans de nous, dans notre corps et au niveau émotionnel, à faire le premier pas et à se lancer. Ça aide vraiment beaucoup. Comme je vous le disais tout à l'heure, le lâcher-prise est vraiment une porte fabuleuse vers la spiritualité. Dans la vie, on a deux chemins possibles. On a le choix de s'accrocher à ce qui nous retient, nos passés, nos croyances, nos attentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chemin de la peur, où on peut lâcher, se dépouiller de son passé, de ses croyances, de ses attentes, et se lancer en confiance. Et ça, c'est le chemin de l'amour. La peur et l'amour sont deux moteurs possibles de notre existence, il n'y en a pas d'autres. Lâcher prise, c'est un chemin de vie, c'est une aptitude à développer afin de pouvoir jouir pleinement de son existence. Lâcher prise, c'est ouvrir la porte de sa prison, c'est déposer son fardeau, c'est faire la place à la joie, à la sérénité. En fait, il n'y a pas de domaine de la vie qui ne soit pas concerné par la dimension du lâcher-prise. S'avancer main ouverte vers ce qui vient, faire confiance, être attentif à nos croyances limitantes, à nos dépendances, à nos certitudes, à nos jugements pour s'en défaire. Voilà le chemin qui conduit au cœur de la vie. Pour lâcher le premier trapèze, acceptons ce que nous ne pouvons pas changer. Et pour attraper le deuxième, allégeons-nous de tout ce qui est inutile et ayons confiance. Confiance dans la vie. La confiance que ce que la vie nous offre est bon pour nous, même si ce n'est pas toujours ce que nous voulons. Dans la confiance dans la vie, c'est la nouvelle foi. Le lâcher-prise, c'est un espace dans lequel, au final, nous apprenons à être. Nous apprenons à être en acceptation avec les événements de notre vie. Nous incarnons ce que nous sommes vraiment. Lâcher prise, c'est choisir l'amour.
Je vais aller voir s'il y a d'autres questions. Alors, si on donne de l'amour à la personne qui nous fait du mal, mais quand on repense à la situation, les larmes coulent encore. Mais si les larmes coulent encore, c'est qu'elles ont encore besoin de couler, tout simplement, et que peut-être le moment, où la joie va venir et cetera n'est pas encore là. Chaque chose, en son temps. Peut-être que des fois on voudrait parce qu'en fait on a c'est pas de lâcher prise qu'on a des fois envie et c'est bien compréhensible, c'est de se débarrasser de quelque chose et bien sûr, c'est tout à fait compréhensible, mais en fait, le temps n'est peut-être pas encore venu et des fois, il y a des larmes aussi qui sont libératrices. La tristesse, ça fait partie, heu, intégrante du deuil. Je dis toujours que le fait de pleurer, c'est exactement le même processus au niveau émotionnel que lorsque l'on s'est blessé et que notre peau est en train de cicatriser. Vous voyez, ça fait un petit peu cette espèce de petit liquide, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave, qui fait que progressivement, la blessure va cicatriser. Et ben, au niveau émotionnel, c'est les larmes qui font ça. Donc, si les larmes coulent encore, c'est que ça a encore besoin de cicatriser, tout simplement. Pour se tourner vers le bon de soi, être bien intérieurement, il faut, autrement dit, apprendre à nous aimer nous-mêmes. Oui, et peut-être même pas seulement, c'est-à-dire à aimer aussi, tout ce qui nous arrive. Ça, ce serait, on va dire, le top du top du top. Mais si on était capable d'aimer ce qui nous arrive, ça voudrait dire qu'on en comprend l'essence et qu'on comprend vers quel chemin la vie nous emmène. Je crois fermement qu'un jour, nous parviendrons à ça. Parce que plus on va avancer, plus on va avoir de l'altitude et mieux on va comprendre ce qui se passe et le besoin de ce qui arrive. Donc du coup, on pourra aimer vraiment pleinement. Pour lâcher prise, faut-il avoir confiance en soi et travailler ce paramètre? Bah, Virginie, c'est Virginie, merci pour ta question. J'espère que non, parce que sinon, toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles ne pourraient pas lâcher prise. Par contre, le lâcher prise est un outil merveilleux pour apprendre à avoir confiance en soi. Quand on trouve sa nouvelle phrase et qu'on décide avec courage d'aller l'expérimenter dans la matière pour la ressentir dans notre corps et dans notre quotidien, ça va obligatoirement faire travailler la confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas quelque chose dont on vient au monde avec et qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est comme un muscle. Ça se travaille et j'ai même envie de dire ça s'entretient. On peut développer la confiance en soi et si on ne l'entretient pas, ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se redégonfler. C'est quelque chose qui doit être toujours un petit peu en travail, comme un muscle, pour s'entretenir. Et l'expérimentation du lâcher-prise va fatalement nous aider à avoir confiance. Tu vois, c'est plutôt l'inverse. Tu n'es pas obligé d'opposer les deux. Si tu te lances et que tu parviens, tu vas forcément gagner confiance en soi. Merci Angélique qui me dit à une prochaine fois, j'espère. Mais j'espère aussi, sous cette forme ou sous une autre, nous verrons bien. Merci beaucoup. Je voudrais, viens, viens, je voudrais remercier mon amie Claudia qui m'a aidé à mettre en place toute cette soirée, à organiser tout ça, qui m'a soutenu. Voilà, vraiment merci Claudia. C'est un amour. Merci à vous aussi d'être présent. Merci à toi aussi d'avoir super lâché prise sur cette conférence en ligne. Voilà. Maintenant, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse de tout mon cœur et à une prochaine fois. Bye bye.